Même les prévisionnistes les plus inventifs, les plus catastrophistes n'avaient pas imaginé un tel scénario. Arrêt complet de pans entiers de l'économie, fermeture des usines, fermeture des frontières, fermeture des ports, des ruptures d'approvisionnement en matières premières et en intrants, arrêt complet du travail, confinement et couvre-feu, et j'en passe. Bien que l'hécatombe qu'on lui prédisait avec des cadavres jonchant les rues n'ait pas eu lieu en Afrique, heureusement, l'Afrique, comme le reste du monde, a été durement éprouvée dans son économie par la pandémie de la Covid-19. Au moment où le monde entier, un peu sonné, toujours inquiet, semble progressivement reprendre vie, quel bilan? Comment relancer cette économie après un tel coup d'arrêt? Dans le cadre de la conférence débat risque pays organisée par Bloomfield Investment Corporation, le premier cabinet de notation pays d'Afrique francophone à Abidjan, la Côte d'Ivoire, première économie de la sous-région d'Afrique de l'Ouest, est à l'étude. Comment a-t-elle supporté le choc? Même si ces derniers jours, le débat politique avec le retour annoncé de Laurent Gbagbo le 17 juin prochain a dominé l'actualité, la principale préoccupation ici est comment faire repartir l'économie de ce pays. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est aujourd'hui à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, avec sur ce plateau plusieurs invités prestigieux. D'abord, M. Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances de l'État de Côte d'Ivoire. Bonjour, M. le ministre. Bonjour, M. Foucault. Merci d'être là. Second invité de ce plateau d'Abidjan, M. Yacouba Penanyaba Coulibaly, le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Foucault. Merci d'être là. Notre troisième invité est M. Amadou Bakayoko, le directeur général de la CIE-SODECI, la Société de distribution d'eau et d'électricité de Côte d'Ivoire. Bonjour, M. Bakayoko. Bonjour, M. Merci d'être là. Dernier invité et pas des moindres, qui est notre hôte aujourd'hui, M. Stanislas Zézé, le président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, le premier cabinet d'Afrique francophone de notation financière pays, qui existe depuis maintenant 14 ans. Bonjour, M. Stanislas Zézé. Bonjour, madame. Alors, on a envie de dire, dans quel état est l'économie ivoirienne aujourd'hui après cette Covid-19? Est-ce qu'elle a résisté, monsieur le ministre? Et qu'est-ce qui lui a permis de résister? Oui, M. Foucault, l'économie ivoirienne a résisté et elle a bien résisté parce qu'en 2020, comme vous le savez, nous avons enregistré, contrairement à beaucoup d'autres pays, un taux de croissance non seulement positif, mais qui a été évalué à 1,8%. Nous sommes on est loin des 6 poussières pour cent que vous aviez avant, 6,8 je crois que non, vous aviez nous avions en fait prévu 7,2%. Donc notre économie a été ralentie du fait des effets de la Covid. Mais nous n'avons pas enregistré une récession. Donc nous sommes avec un taux de croissance de 1,8%, je l'ai dit. Mais les dernières évaluations sont en train de montrer que nous pouvons avoir un meilleur taux à 2%. Mais comment l'expliquer? Les autres sont tombés en récession. Qu'est-ce qui fait que la Côte d'Ivoire, mieux que les autres, est tenue? C'est le résultat en fait, des réformes de grande ampleur qui ont été menées depuis 2012. Nous avons dû mener des réformes fortes en matière d'amélioration du climat des affaires. Dans ce cadre-là, nous avons créé ce qu'on appelle des guichets uniques de formalités d'entreprise pour faciliter en fait la création d'une entreprise. Mais quand on écoute ça, monsieur le ministre, je vous interromps, parce que quand on écoute ça, on se dit, on a toujours pensé que la fermeture des frontières, la difficulté de s'approvisionner allait tout de suite faire s'effondrer les économies africaines. Comment expliquer que pendant cette période, quand même, les gens aient continué de vivre? Ça veut dire qu'il y a une certaine indépendance de l'économie ivoirienne? Non. La stratégie qui a été adoptée d'abord pour répondre en fait à la Covid, sur le plan sanitaire, il n'y a pas eu en Côte d'Ivoire, comme dans les autres pays, un confinement général. Le Grand Abidjan a été isolé et ensuite tous les cas qui avaient été identifiés à l'intérieur du pays ont été rapatriés sur Abidjan pour être pris en charge. Donc ça, c'est déjà... Donc le reste du pays a fonctionné? Le reste du pays a fonctionné sans difficulté parce qu'en fait, nous avons enregistré des cas importés. Il y a un seul aéroport à Abidjan et on a vu que si on contrôlait véritablement le foyer que constitue Abidjan, il n'y aurait pas à avoir de problème. Ensuite, nous avons mis en place des programmes d'accompagnement des entreprises, notamment les grandes entreprises et petites entreprises, à travers un plan de soutien économique et humanitaire, parce que ce plan a accompagné également les populations fragilisées. Et ce plan et le plan de réponse sanitaire ont permis effectivement de donner une réponse aux préoccupations des entreprises. Parlant des entreprises, vous savez que les entreprises avaient des problèmes en fait, de trésorerie. Elles avaient des problèmes pour faire face à la gestion de leur personnel dans un contexte où tout était ralenti.
Donc nous avons mis en place ce plan, premièrement pour régler les problèmes de trésorerie des entreprises, deuxièmement pour maintenir les emplois parce qu'il ne fallait pas que les gens... On va en parler justement, on va revenir aux entreprises. Et puis peut-être troisième point, il s'agissait pour nous de préparer la reprise post-Covid. On va parler de la reprise post-Covid et des entreprises dans un instant. Là, je me tourne vers M. Zézé. Vous qui avez fait ce rapport, cette notation, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la Côte d'Ivoire est sortie d'affaires? Est-ce que vous pensez qu'on réamorce la pente là, maintenant? Oui, on peut dire qu'on réamorce la pente. Ceci dit, au premier trimestre, on a vu une certaine embellie de certains indicateurs économiques, mais il est important aujourd'hui de plutôt repenser de façon plus profonde la capacité même de faire face à ce genre de pandémie. Il y a des réformes qui ont été faites, comme le ministre a dit depuis longtemps, qui ont donné ses résultats, mais je crois que davantage de réformes permettront d'avoir une résilience beaucoup plus importante. Aujourd'hui, il est important d'avoir une résilience beaucoup plus importante. Vous savez pourquoi? Parce que l'économie mondiale a été fermée pendant une certaine période. Personne ne dit qu'à la prochaine pandémie, l'économie du monde ne sera pas fermée pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, la Côte d'Ivoire a la capacité justement d'avoir cette résilience? Aujourd'hui, il s'agit de la renforcer. Elle existe, il y a des fondamentaux, il y a une économie qui est diversifiée, mais aujourd'hui, il s'agit de la transformer. Et je crois que, comme le ministre a dit, c'est le 3e PND. Maintenant, on veut voir concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour permettre de consolider ces acquis, de sorte à que la Côte d'Ivoire arrive à un niveau d'autosuffisance. On va arriver à ça, mais j'ai envie de comprendre, est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, une façon de montrer les choses de façon positive? Quand on entend ça, on se dit, bon, on a traversé cette période de façon très très brillante finalement. Vous qui avez fait l'étude, est-ce vrai réellement? Je crois que dire que la Côte d'Ivoire a traversé de façon brillante, à mon avis, c'est négliger l'impact réel de cette pandémie. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a su juguler les conséquences à court terme, parce que là, ce sont les conséquences à court terme. Il y a des conséquences à moyen et long terme qui vont commencer à apparaître. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'en 2021, donc l'évaluation que nous faisons et la réponse a été une réponse ponctuelle si vous voulez, à une situation ponctuelle. Maintenant, il s'agit de voir quelles seront les conséquences à moyen terme. Et pour l'instant, ce serait un peu difficile de le dire. Je vois le monsieur le ministre qui a envie de réagir à ça. Oui, je veux réagir à ça parce qu'en réalité, nous sommes dans une économie qui est relativement diversifiée comparativement aux autres pays de la sous-région. Une diversification intersectorielle, mais une diversification également intrasectorielle. Vous prenez simplement le secteur de l'agriculture. Nous avons ici beaucoup de spéculation. Donc, s'il y a un problème au niveau de spéculation, les autres peuvent prendre le relais. Que ce soit le café, le cacao, le coton, l'anacarde, on va jusqu'au palmier à huile. Et tout ça, ce sont des spéculations qui montrent effectivement que nous sommes diversifiés, et sans compter tout ce qui se fait au niveau de l'agriculture vivrière. Vous regardez également que notre économie est diversifiée au niveau intersectoriel, parce que vous prenez le secteur primaire, nous avons une économie qui est autour de 21-22%. Ça représente en fait 21-22% dans le PIB. Le secteur secondaire, il est autour de 28%. Le secteur tertiaire, il est autour de 30%. Et nous constatons qu'il y a une transformation structurelle de notre économie. Parce que notre souci, c'est de faire en sorte qu'il y ait une industrialisation très forte. Et c'est d'ailleurs une des recommandations du rapport qui dit qu'il faut aller vers une transformation industrielle. Et je rappelle que dans le PND 21-25, le premier axe, c'est vraiment la transformation structurelle de l'économie à travers l'industrialisation. Parce qu'il n'est pas acceptable que nous continuions d'exporter le cacao brut à l'extérieur si nous pouvons développer des capacités de transformation au niveau du pays. Mais on dit ça depuis tellement longtemps, il ne se passe rien. Créer des emplois. Mais nous y sommes, nous travaillons à cela. Il y a des mesures qui ont été prises. Si vous voulez, on pourrait en parler. On pourrait en parler. Alors, après ce tsunami qu'il y a eu pendant cette période-là, je me tourne vers M. Coulibaly. Quelles leçons peut-on tirer de ce qui vient de se passer? Les économies fermées, les usines fermées, mais le pays continue de vivre par lui-même. Est-ce que ça ne devrait pas donner un peu plus confiance aux Africains et de se dire, voilà, on va se prendre en charge? Parce que ça peut arriver que les autres ne soient plus là, puisque la coopération était arrêtée. Les leçons, elles sont de plusieurs ordres.
Vous l'avez évoqué, les capacités internes à l'État et tout ce qui peut maintenant être imaginé comme solution de rechange pour réagir au choc. Nous, dans le secteur des marchés publics, nous avions, par exemple, un premier défi de savoir comment vous passez un appel d'offres dans un environnement d'urgence, là où il faut assurer la transparence avec des publications d'avis d'appel d'offres dans des délais bien donnés, là où il faut rassurer... On va parler climat des affaires avant. Oui, mais moi, j'ai envie que l'on vienne sur des leçons directes que l'on peut tirer de ce qui vient de se passer, avant de parler de l'environnement de C'est notre aptitude à nous adapter au choc, y compris les plus imprévus. Et donc, cela veut dire qu'il faut compter sur nos ressources humaines, travailler sur les process de décision, sur les règles ou donc toute la législation applicable et faire en sorte de pouvoir maîtriser tous les délais pour la gestion des finances publiques puisque les gens... Est-ce que ça ne donne pas un peu plus confiance aux nationaux? Est-ce qu'on ne doit pas se tourner vers des solutions locales de plus en plus, puisque ça peut arriver, M. Bakayoko? Alors, effectivement, moi, je crois que je donnerai deux exemples par rapport à ce que vous venez de dire, à la fois la question précédente et celle-là. Dans le cadre de la protection des personnes, qui pour nous est la première priorité lorsqu'arrive une crise sanitaire comme le Covid, vous avez des masques, vous avez un certain nombre d'équipements à fournir. Bien, nous avons commandé 200 000 masques l'année dernière à des TPE locales. Ce sont plus de 500 personnes. Fabriquées sur place. Fabriquées sur place, qui ont pu travailler pendant la période du Covid. Donc, vous réglez votre problème sanitaire et au même moment, vous donnez de l'emploi, vous faites preuve de solidarité, parce qu'effectivement, vous arrivez à des tarifs qui sont supérieurs à ce que vous pouvez avoir à l'international, mais quelque part, ça permet de faire participer tout le monde à l'économie. Le second élément de résilience, c'est qu'une crise de ce type, ça se joue aussi à votre organisation. Et l'organisation, elle est en amont et elle est pendant la crise. Parce que la Côte d'Ivoire a eu à vivre l'Ebola, un certain nombre de crises. Donc je crois que les mécanismes de comité de gestion de crise, de plan de continuité d'activité, donc sont des choses qui étaient déjà organisées au sein des entreprises. Mais moi je vais prendre juste un exemple, la digitalisation. On travaille sur des plans de digitalisation. On a lancé une application au mois de novembre 2019, quelques mois avant la Covid. Eh bien, la Covid est intervenue 3-4 mois après. On a multiplié par 5 le nombre de personnes qui ont téléchargé cette application. Donc, le fait d'avoir entamé cette digitalisation en amont, sans avoir anticipé forcément, c'était plus une question d'économie, d'efficacité, a permis d'être résilient parce qu'à ce moment-là, les gens ne pouvant pas aller dans les agences, ils pouvaient nous contacter à distance. Donc, je crois qu'effectivement, ce sont ces relais-là de capacité de production interne pour répondre à la demande en cas de rupture, quitte à ce que le coût soit supérieur pour aider les acteurs à monter en puissance. Et deuxièmement, effectivement, l'organisation interne, il faut accélérer les transformations parce que généralement, pour résister à tout ce qu'on voit, il n'y a rien de fondamentalement nouveau. Ce sont des sujets connus, c'est simplement une question de priorité. Vous avez des sujets différents et à un moment, certains qui font la différence, est-ce que vous les avez suffisamment menés à bout au moment où survient la crise? Je pense que M. le ministre le disait tout à l'heure. Et nous, pour corroborer, si je prends le cas de l'année 2021, aujourd'hui, on a 50% de raccordement industriel en plus. Ça veut dire que par rapport à l'année dernière, vous prenez les premiers mois de l'année, vous avez 50% de plus d'usines qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Donc la dynamique vraiment d'industrialisation, nous, on l'observe dans les chiffres. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas là l'occasion de regarder vraiment ce qu'on appelle le local content, d'encourager les économies africaines, d'encourager les économies ivoiriennes, puisqu'on sait que c'est elles qui ont permis de résister pendant cette période-là? Bon, absolument, c'est ce qui se fait actuellement. Nous sommes, avec le Premier ministre à Chipaté, en train de travailler sur le développement en fait, de champions nationaux, champions locaux, qui vont effectivement porter en fait toutes les transformations au niveau économique. Ces champions pourront avoir effectivement aussi un effet d'entraînement sur les autres qui sont un peu plus petits. Tous les segments seront concernés. Nous venons d'adopter d'ailleurs au niveau du gouvernement un texte sur le secteur de l'énergie visant à faire en sorte que les grands majors, les investisseurs internationaux puissent s'appuyer sur des acteurs locaux des différents secteurs pour pouvoir mener leurs investissements. Ce qui permet effectivement de régler ce que vous dites là. Et c'est une question que nous allons généraliser parce qu'il faut absolument que l'économie soit portée, bien que nous soyons une économie ouverte. Nous voulons que notre économie soit portée également par les nationaux. Ça, c'est extrêmement important.
Donc c'est pour cela que nous allons accompagner en fait le développement des champions nationaux. Quand on parle de champions nationaux, c'est pas des grands seulement, c'est aussi en fait des jeunes pousses qu'on peut encourager, surtout dans des secteurs comme le digital. Il y a tellement d'intelligence, tellement de jeunes innovants, tellement de jeunes brillants qu'il faut effectivement aller avec eux pour les accompagner, pour qu'ils puissent grandir. Lorsqu'on parle de relance, Stanislas Zézé, comment vous voyez cette relance, vous qui avez fait cette étude? Je me réjouis de ce que le ministre est dans une intention avec le gouvernement de commencer à renforcer les capacités locales et renforcer l'économie domestique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Même si c'est une économie ouverte, 95% du tissu économique est constitué de PME, mais qui ne contribuent seulement qu'à 20% de la richesse créée. Et 5% de l'économie représente les 80% de la richesse. Et ces 5% sont généralement des entreprises étrangères qui n'ont pas vocation à réinvestir leurs bénéfices en Côte d'Ivoire, mais plutôt à les exporter. Et donc je crois que renforcer l'économie domestique devrait être la clé de voûte du redémarrage. Donc les champions, c'est une initiative extraordinaire. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne, parce que c'est vrai que pendant longtemps, il y a eu question de renforcer les capacités de champions nationaux. Mais c'est ça la clé pour moi, avoir de bonnes PME. Il ne suffit pas d'avoir des PME ou créer des entreprises, mais il s'agit d'avoir de PME qui soient solides, une capacité justement de délivrer. Parce que quand on parle de local content, il faut faire le local content avec des PME qui ont la capacité de délivrer, pas avec des PME qui sont fragiles. Parce que dans beaucoup de cas, les entreprises étrangères vous diront « oui, on veut bien faire le local content, mais on n'a pas les capacités localement ». Donc c'est un volet extrêmement important à mon sens, le renforcement des PME. Donc avoir des champions nationaux, c'est excellent, parce que la logique des champions nationaux, ce sont ceux-là même qui atteindront à un moment donné une taille suffisamment importante pour financer l'économie, si l'économie est fermée et qu'il n'y a pas d'accès au financement extérieur. Alors il faut un environnement économique viable, il faut un environnement économique où les process sont bien déterminés. Généralement, les PME vous disent, oui, les marchés, on n'arrive pas à les avoir parce que c'est toujours entre les copains ou bien on ne remplit pas les conditions pour pouvoir y arriver. Est-ce que dans ce sens-là, vous avez déjà travaillé pour que tout le monde puisse maintenant y participer et qu'il n'y ait pas des exclus, que ce ne soit pas l'affaire des grandes firmes qui arrivent chez Yacouba? Nous y avons travaillé depuis très longtemps. Je dois rappeler que le Code des marchés publics de 2005 avait déjà commencé à indiquer les pistes. Mais en 2009, le gouvernement a pris un code beaucoup plus ouvert. Mais 2015 a été le point de départ de l'engagement marqué du gouvernement d'accompagner les PME. Des mesures ont été prises en juillet 2015, assouplissant les conditions d'accès au marché public. Est-ce que c'est transparent? Parce qu'on a toujours le sentiment que ça se passe toujours sous cadre. Permettez que je termine sur les mesures, c'est important. On a permis, pratiquement exigé, à l'ensemble des maîtres d'ouvrage de dégager une marge de 20% qui vient d'être portée en 2019 à 30% de leur budget d'investissement à réserver aux PME dans le cadre des marchés. Et M. le ministre peut le confirmer, chaque trimestre, quand son collègue du budget rend compte de l'exécution des marchés publics, on voit la part qui revient aux PME chaque année. Côté transparence, les procédures sont décrites. Je peux vous dire qu'en matière de marché, c'est pratiquement comme nous, on a l'habitude de le dire aux sessions de formation, c'est l'un des rares concours où on vous donne le sujet, on vous donne pratiquement le corrigé. Si vous êtes capable, vous avez confiance en vos capacités, vos ressources humaines, vos moyens financiers pour mobiliser pour exécuter le marché. Si vous savez calculer vos prix, vous pouvez déjà savoir si vous remportez ou pas un marché. C'est vraiment clair. C'est transparent. Voilà, donc la transparence est renforcée à notre niveau d'ailleurs. En tant que régulateur, permettez que j'en dise un mot. Le conseil de régulation que j'ai l'honneur de présider est composé de 3 collèges. Vous avez le collège de l'administration publique, le collège du secteur privé, le patronat et les PME. Vous avez le collège de la société civile. Donc, il n'y a pas que l'administration publique qui, à travers ses fonctionnaires, s'enferme pour décider des choses, mais il y a les autres acteurs
qui sont associés, qui apportent leur contribution, leur regard extérieur, leurs critiques et qui font avancer déjà la définition des politiques et qui gèrent les recours avec nous. Donc il y a une panoplie de mesures. Ça veut dire que c'est plus rapide aujourd'hui parce que ce qu'on vous reproche généralement, c'est la longueur du processus pour attribuer le marché. La longueur, elle est naturelle. Je vous donne juste un exemple. Un appel d'offres international, vous devez publier l'avis sur 45 jours. Un appel d'offres national, c'est 30 jours. Or, le gouvernement a imposé que nous puissions passer le marché en moins de 100 jours. Donc, il vous reste à peu près 60 jours, ou parfois moins, ou 45 jours, pour gérer le processus d'analyse des offres après dépouillement, ce qui n'est pas évident lorsque vous avez des grands ouvrages, des gros dossiers avec des documents techniques qu'il faut analyser, vérifier, vous assurer qu'il n'y a pas de fausses pièces, parce qu'on en rencontre beaucoup dans les offres. Quand vous avez ce volume de travail à faire et qu'on vous demande de faire en sorte que les attributions soient transparentes, vous en parliez, ça demande énormément de travail. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de décourter? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'aller un peu plus vite? On a compressé les délais. Je rappelle qu'en 2015, le gouvernement nous avait demandé de traiter toute la procédure en 88 jours. Nous l'avons testé et on s'est rendu compte que ce n'était pas tenable. Toutes les équipes tombaient malades, tous les agents tombaient malades. Donc, on a revu les délais et il y a 2 ans, on est monté à 126 jours. Aujourd'hui, si vous regardez dans le rapport, ça n'a pas été dit, mais nous sommes autour de 104 jours. Parfois 104 jours. 97 jours. La performance 2020 a été de 94 jours. Mais pour les PME, vous savez que ça reste toujours long pour les PME, même si vous parlez de performance. Alors là, on parle de relance. Oui. Quand on parle de relance, on a besoin d'énergie. Pour qu'il y ait transformation, pour qu'on soit dans le digital, il faut gérer la question énergétique. Or, on sait qu'on rencontre encore de gros problèmes dans ce domaine, dans ce pays. Il y a des zones où on parle même de tontine, c'est-à-dire on est obligé d'avoir de l'électricité par bout à des certaines heures où on se partage des bureaux pour travailler. Comment peut-on envisager la relance avec une énergie qui ne marche pas? Alors, déjà, il faut situer les choses. Vous savez, dans toute situation, il y a ce qui est structurel, il y a ce qui est conjoncturel. Construire des ouvrages de production, ce sont des projets qui prennent de 2 à 7 ans, selon les technologies. Donc, la situation d'aujourd'hui, c'est le fruit de décisions d'action depuis 2 ans, depuis 5 ans. Pour monter une unité de production, vous avez d'abord un projet technique à monter, avec, bien entendu, les critères environnementaux à respecter. Vous avez une seconde étape, c'est d'aller négocier avec les autorités. Une troisième étape, c'est de boucler le financement. Et la 4e étape, c'est de réaliser. À partir du moment où vous avez bouclé le financement, le reste, c'est un délai d'exécution du chantier, puisque vous avez un financement. Donc, les prestataires sont nombreux, ce sont des technologies maîtrisées. Aujourd'hui, nous avons, en 2020, en plein cœur de la crise, 500 milliards de francs CFA. On a entendu tout à l'heure les chiffres des IDE et des flux d'investissement en Côte d'Ivoire. 500 milliards qui ont été mobilisés pour des investissements dans le secteur de l'énergie. Pendant la crise. Oui, mais en même temps, le consommateur, lui, il a besoin d'avoir de l'électricité. On parle du structurel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait ces 3 premières étapes, vous ne pouvez pas avoir la dernière. Ce qu'on dit, c'est que ce financement a pu être sécurisé en 2020 malgré la crise. C'est le signe de la confiance dans la Côte d'Ivoire que ce financement ait pu être mobilisé. Et ensuite, le délai de travaux, on se retrouve avec malheureusement des retards. Parce que, vous l'avez dit, les usines sont fermées, les voyages ne se font plus, certains experts sont difficiles à mobiliser. Donc ça, c'est des délais opérationnels qui créent un problème conjoncturel, qui est qu'effectivement, un chantier qui aurait dû en temps normal être livré en décembre va être livré en août. Donc cela crée un trou. Ensuite, vous avez une dynamique de croissance très forte. Donc effectivement, on considère aujourd'hui qu'on est dans une crise de croissance. J'ai parlé des industriels, croissance très forte, le grand public, croissance également très forte. Donc, il se trouve que si vous prenez les 10 ans, donc les 10 dernières années, vous avez une croissance très forte de la consommation, vous avez la capacité de production qui s'est rajoutée, et donc quand cette capacité se rajoute, malheureusement, on a eu une période où c'était un peu juste, et le Covid est arrivé. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un manque d'anticipation au départ? Parce que là, on ne découvre pas, il y a des prévisions. Je pense qu'il y a eu un manque d'anticipation au départ. dont vous souffrez aujourd'hui. Alors justement, je vous ai parlé tout à l'heure des délais sur lesquels vous mobilisez les projets. Vous avez aujourd'hui une performance de monter ces projets et de les sécuriser en 2020 pour pouvoir les exécuter.
Après, dans le domaine de l'énergie, vous avez ce qu'on appelle les aléas. Aujourd'hui, si vous êtes basé en France, vous allez sur le site de RTE, réseau en France qui gère les mouvements d'énergie. Il y a des rapports où on dit sur les 10 prochaines années, vous avez plusieurs configurations. Vous avez des aléas ponctuels et vous avez une conjonction d'aléas. Et aujourd'hui, le cauchemar de tout acteur dans le domaine de l'énergie, c'est si vous avez 2-3 aléas, vous rentrez en situation difficile. Parce que quelles que soient vos marges de manœuvre, vous pouvez absorber un choc, peut-être 2, mais si vous avez 3 chocs, vous êtes en situation difficile. Et vous avez combien de chocs, vous? Nous, on en a eu 4. Ah oui, quand même. On a eu 4, et si vous permettez, le retard sur la production. Monsieur Foucault, je pense que c'est une question, la question de l'énergie, on vient d'en parler, c'est un peu conjoncturel. Il y a une conjonction d'aléas qui ont permis justement d'être dans cette situation. Mais il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que en 2012, seulement 33% de la population avait accès à l'électricité. Aujourd'hui, c'est 80% de la population qui a accès à l'électricité. Je pense qu'on ne peut pas passer sous silence cela, sous le couvert qu'effectivement on a un problème conjoncturel qui, au demeurant, va être résorbé au cours des prochaines semaines. Donc il y a des efforts importants qui ont été faits. On a envie d'entendre, Monsieur le ministre, parce que l'Ivoirien qui regarde se dit quand est-ce que je vais avoir vraiment cette énergie? Et cette relance dont on parle, est-ce que je vais avoir l'énergie pour pouvoir y participer? Dans combien de temps cette question de l'énergie va être résolue? Parce que c'est central, ce n'est pas un détail. Oui, mais les services y travaillent. Je pense qu'on parle de fin. Tout à fait, dans les prochaines semaines. Les prochaines semaines. Si vous permettez 2 secondes, je vais, pour compléter ce que M. le ministre a dit. Lorsqu'on veut parler d'énergie, il y a 3 grands éléments techniques. Le premier, c'est l'accès. Comme l'a dit M. le ministre, la progression est extraordinaire. On est passé de 2000 localités en 2011 qui avaient accès à plus de 6000 localités. On a un programme d'électricité pour tous. On est passé d'1 million de clients à 3 millions de clients. Et l'année dernière, on a reçu un prix, le prix Edison, qui est un prix mondial des sociétés d'électricité décerné aux États-Unis, sur la politique d'accès qui a permis à des centaines de milliers de foyers d'accéder à des tarifs très faibles à l'énergie. Donc, sur l'accès, la performance est remarquable. Le second critère, c'est la qualité en temps normal. La qualité de service, on avait effectivement un critère qu'on appelle le temps moyen de coupure. On était à plus de 3 heures de coupure par mois. En 2020, on a fini à un peu plus d'1 heure et demie de coupure. Donc on a quand même une réduction drastique. Et vous avez d'autres pays, on ne va pas les citer, parmi les plus grandes économies africaines, qui sont à 2-3 heures par mois. Donc progression significative qui a été faite à ce niveau-là. Le troisième critère, c'est la résilience. C'est la capacité à pouvoir absorber plus ou moins les chocs. Donc nous sommes des pays en émergence, donc développement, qui doivent gérer le problème de l'accès, qui doivent gérer le problème de l'amélioration de la qualité et qui doivent en même temps gérer la problématique de la capacité à être résilient. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, l'autre aspect, et beaucoup de personnes m'ont demandé de ne pas passer sous silence cette question, c'est est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de l'argent pour cette relance-là? Faisant évidemment allusion à cette rencontre sur les économies africaines à Paris. Stanislas Zézé, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de l'argent? Et est-ce que ça change quelque chose, ce qui a été fait à Paris sur les économies africaines? J'en parle d'abord avant de revenir au ministre sur la question. Je crois que le résultat du sommet parle de lui-même. Les montants proposés sont des montants très faibles comparés aux besoins. Et je crois qu'aujourd'hui, les pays africains devraient peut-être se concentrer sur développer leur propre marché de capitaux. Quand je vois les montants qui sont levés sur les marchés internationaux, évidemment, ce ne sont pas des montants qui ne peuvent pas être levés sur le marché des capitaux en Afrique si on lève toutes les barrières qui font aujourd'hui que les marchés des capitaux ne sont pas développés. Vous avez, premièrement, les barrières frontalières, de savoir qu'un pays de l'UEMOA, par exemple, ne peut pas emprunter dans la CEMAC, ne peut pas emprunter en Afrique du Sud. Ces barrières, si elles tombent, évidemment, ça permettrait d'avoir un marché plus important. Les types de produits qu'on propose sur les marchés des capitaux, aujourd'hui, pour les pays, c'est toujours les mêmes produits. Les obligations, à un moment donné, peut-être qu'il faut diversifier ces obligations, proposer autre chose, parce que les investisseurs sont là, mais vous avez différents types d'investisseurs. Quand on a introduit le sukuk, ça créait un nouveau type d'investisseur. Évidemment, ça a renforcé la profondeur du marché. Quand ils ont introduit le green bond, donc l'obligation verte, également. Donc ça veut dire que plus il y aura de nouveaux produits, plus il y aura certainement de la liquidité. Mais moi, je pose la question du profane. Hein. C'est ce que les gens m'ont posé comme question. Combien on a donné à Paris? Et est-ce que ça va vous aider vraiment? Était-ce vraiment nécessaire? Est-ce qu'on avait besoin que toutes ces nations soient à Paris pour
recevoir cette manne-là, Monsieur le ministre? Oui, c'est tout à fait nécessaire parce que, comme vous le savez, pour financer en fait, les priorités d'un pays, il y a en fait les ressources intérieures. Si les ressources intérieures sont suffisantes, comme vous l'avez dit, il n'est pas nécessaire d'aller chercher des ressources à l'extérieur. Mais il se fait que, en tout cas sur le continent, les ressources intérieures sont généralement insuffisantes. Donc, on est obligé d'aller recourir en fait aux emprunts pour financer nos priorités. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de lever des ressources intérieures? Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, une démarche qui n'est pas suffisamment approfondie pour lever des ressources à l'intérieur? Monsieur Foucault, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique. Ensuite, on va revenir sur la question. Alors, on va à l'extérieur simplement parce qu'on a besoin de lever des ressources additionnelles pour pouvoir financer nos priorités. Concernant Paris, effectivement, il y a eu donc une évaluation qui a été faite qui montre que sur la période 2021-2025, l'Afrique a besoin de 425 milliards de dollars pour pouvoir justement effacer totalement les effets de la crise de la Covid. Donc, il y a eu une bonne initiative au niveau du FMI qui vise à allouer des ressources au DTS à hauteur de 650 milliards. DTS, droits de tirage DTS, droits de tirage spéciaux. Et ces DTS, en fait, sont alloués selon les quotas des différents pays. Quand vous prenez l'Afrique tout entière, l'Afrique a un quota de moins de 5%. Donc, si on prend ça, ça veut dire que c'est 33 milliards qu'on aura. 33 milliards qu'on aura. Quand on prend l'Afrique subsaharienne, c'est autour de 20-25 milliards. Mais en réalité, les pays occidentaux qui ont besoin de ces ressources-là, enfin qui disposent de ces ressources, n'en ont pas réellement besoin. Donc à Paris, il a été acté que ces ressources soient mises à la disposition des pays africains pour leur permettre de pouvoir justement relancer leur économie. Mais ça ne va pas se mettre à disposition comme ça. Il faut un effet de levier, parce que ce n'est pas grand-chose non plus, ça ne peut pas permettre de régler totalement les problèmes. Il y a un effet de levier qui doit se faire avec les banques régionales de développement, comme la Banque africaine de développement, Afreximbank, la Banque ouest africaine de développement, qui peuvent, si elles bénéficient de ces ressources, les utiliser pour avoir un effet de levier plus important, aller chercher des ressources sur les marchés et ensuite les mettre à disposition des pays à des conditions qui sont acceptables. Voilà ce qui a été acté au niveau de Paris. Je pense que c'est une excellente chose parce qu'autrement, les pays africains n'auraient pas de ressources suffisantes pour pouvoir faire face justement aux effets de la Covid. Je vous voyais dubitatif, Oui. M. Zézé. J'entends bien ce que le ministre dit, mais je crois qu'à un moment donné, il va peut-être falloir que les pays africains pensent plutôt à augmenter justement leur capacité de ressources propres. Je crois que les emprunts devraient être des ressources additionnelles, mais pas des ressources principales. Il me semble que la problématique du financement de l'économie, en mettant l'accent sur la capacité des pays à pouvoir augmenter leurs ressources propres, n'est pas quelque chose qui est adressé souvent. On adresse souvent la dette, mais on n'adresse pas souvent comment améliorer les richesses, comment produire plus de richesses. Nous sommes des pays les pays africains sont pour la plupart des pays avec une économie informelle qui bouffe à peu près 90% de l'économie. Donc 80-90% de l'économie sont informelles. Peut-être qu'il est temps, parce qu'on en parle depuis les indépendances, de commencer à voir quelle est vraiment la possibilité de formaliser toutes ces économies-là et se retrouver peut-être réduire le taux à peut-être 10%, mais ce serait bien d'avoir une économie à 90% formelle et à 10% informelle. Donc évidemment, ça permet d'élargir de façon significative l'assiette fiscale de l'État. Quand vous regardez ce qui est arrivé avec les PPTE, donc évidemment, c'est l'accumulation de ces dettes qui, à un moment donné, deviennent Pays insoutenables. pauvres, très endettés, PPTE. Oui, donc évidemment, si c'est arrivé une fois, si on met l'endettement comme la ressource principale, évidemment, forcément, à un moment donné, nous craignons, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, nous craignons qu'on arrive à cette situation à nouveau. Donc il faut plutôt mettre l'accent sur comment générer de la richesse. Non. Monsieur le ministre n'est pas d'accord? Non, peut-être juste un mot sur la question de la dette. On ne s'endette pas pour s'endetter Oui, en il y a un réalité. thème dédié à la dette. On ne s'endette pas pour s'endetter. On va prendre la dette pour faire des investissements qui sont productifs. Et quand ces investissements sont productifs, effectivement, ça génère des ressources pour servir la dette. Et ça, c'est ce qui se fait. Et pour la Côte d'Ivoire en particulier, nous n'allons pas sur le marché comme ça. Quand nous le faisons, nous faisons toujours une analyse de viabilité de la dette pour nous assurer que notre dette est soutenable sur le long terme. Et ça c'est une projection sur 20 ans, 30 ans. Notre dette est soutenable sur une période de 20 ans,
30 ans, il n'y a aucun problème là-dessus. Et nous sommes sélectifs également dans les ressources que nous allons rechercher. Alors pour revenir aux ressources intérieures, le ministre du Budget, le ministère du Budget pourrait en parler de façon extensive. Il y a des efforts importants qui sont faits justement pour collecter plus de ressources domestiques, notamment à travers la digitalisation. Parce que l'expérience a montré que là où il y a de la manipulation humaine, il y a effectivement des risques de déperdition. Donc en digitalisant, on règle les problèmes de façon très nette. Il y a cette piste qui est en train d'être explorée. La question de la formalisation du secteur informel fait l'objet également de réformes. On a mis ensemble aujourd'hui le ministère de l'Artisanat, le ministère des PME, pour faire en sorte que ceux des artisans qui ont des capacités, qu'ils puissent être accompagnés pour devenir formels et ensuite ils vont être fiscalisés. Donc, la formalisation, un peu plus de formalisation. Là, je voulais faire réagir M. Coulibaly sur la dette, parce que je crois que c'est une question qui vous intéresse particulièrement. Avez-vous le sentiment qu'on s'est trop endetté ou pas assez? Je crois que la question avait été répondue par le ministre. Parce que vous aviez l'air... Vous ne voulez pas mettre le ministre en... Non. Moi, je voulais plutôt intervenir, puisqu'il y a un panel qui est réservé à la dette, et le ministre a répondu au rapport sur la dette. Moi, je ne vais pas m'y attarder. Je voulais simplement dire, quelle que soit la quantité de ressources que l'État va collecter, l'important, c'est comment on les redistribue. Et les marchés publics sont un levier important de redistribution des ressources. On a parlé tout à l'heure des mesures en faveur des PME. Tout le dispositif est mis en place pour faire en sorte que la plus petite entreprise puisse avoir accès aux ressources publiques. Et je crois que pour nous, c'est une boussole. C'est juste une chose en complément. Je pense que les choses ne sont pas aussi figées. Nous, on le constate sur les projets d'investissement dans l'énergie. De plus en plus, le secteur bancaire local intervient. L'année dernière, quand on parlait du structurel, pour boucler les 500 milliards d'investissements, un critère qui était observé, c'était les délais de paiement. Est-ce qu'au moment où on offre des délais de 3 à 6 mois aux clients, aux particuliers, on va être capable de respecter les paiements aux gaziers et aux opérateurs indépendants? C'était le critère clé pour que cela se lève. Eh bien, on a pu lever 45 milliards grâce aux banques locales au mois de mai et de juin de l'année dernière. Donc moi, je tiens vraiment à féliciter les banques locales. Elles ont montré leur capacité. Et on était à moins de 6 mois de la fin de notre convention. Et sans ces montants-là, le closing aurait été retardé de 6-12 mois. Et donc à ce moment-là, vous imaginez, tout est décalé. Donc les projets seraient arrivés en 2022-2023. Donc je crois qu'il faut nuancer. Le secteur bancaire local est de plus en plus capable de répondre, comme l'a dit M. le ministre. Par contre, on constate quand même qu'on est aussi obligé d'aller à l'international pour boucler les financements, vu les montants concernés. Donc il faut nuancer un peu cette question de financement. De plus en plus, les acteurs locaux, et je les félicite, sont capables de répondre. On a un projet dans un pays de la sous-région où plus de 70% a été mobilisé en local. C'est des choses qu'on ne voyait pas par le passé. Puisqu'on arrive presque au terme de cette émission, j'ai envie de dire, on a parlé de relance. C'est quoi les prévisions dans l'année qui vient et quel va être le principal levier pour cette relance, Monsieur le ministre? Mais dans l'année qui vient, nous prévoyons un rebond de 6,5% de taux de croissance. Et les leviers pour nous permettre justement d'atteindre cela, c'est effectivement le secteur de l'industrie, le secteur secondaire d'une manière générale, et puis ensuite le secteur primaire également qui reprend avec les exportations des productions et les transformations également du cacao. Pour cela, je voulais vous indiquer déjà qu'en matière d'industrialisation et de transformation de nos produits locaux, il y a une usine de transformation du cacao qui est en construction au niveau de la Côte d'Ivoire, portée par le Conseil Café Cacao. Et ça, je crois que ça, c'est extrêmement important. Quand vous dites qu'on en parle depuis longtemps, rien ne se fait. Voilà du concret. On a une usine portée par, en fait, des nationaux qui s'est créée. Sans compter quand même qu'au niveau des transformateurs qui existent déjà, il y a des nationaux qui sont là-dedans. La question, c'est simplement la capacité de pouvoir se connecter en fait, aux marchés internationaux avec les chocolatiers pour avoir des débouchés et donc pouvoir vendre tout ce qui est transformé localement. Donc, pour reprendre, l'industrialisation, c'est un levier important. L'agriculture, c'est un levier important. Et bien sûr, au niveau du tertiaire, il y a tout ce qui concerne l'économie digitale, qui est en plein essor au niveau de la Côte d'Ivoire ici.
Voilà les leviers que... Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. On espère que cette relance va venir, que vous allez être à nouveau le moteur de cette économie de la sous-région. Le débat africain est terminé pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous, bilan économique après la Covid à Yaoundé au Cameroun, le pays moteur de l'économie d'Afrique centrale. La réalisation de ce magazine était assurée par Sébastien Faye, avec aux caméras et au son Thomas Hollande, Georges Benson et Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault. Nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. L'actualité continue sur France 24.